Tout le monde est in? Allez, alors, on est en fait dans la paracha la plus importante de la Torah. Donc, je suis très contente que tu as réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Juste, ne couche pas ce soir pendant le coup. Je demande juste ça. Comme ça, au moins, on va en fait étudier la paracha la plus importante de toute la Torah. C'est une paracha que, en fait, à l'époque, Moshe Rabbeinu avait dit devant tous les Bnei Israël, les enfants, les parents, les femmes, les hommes, les personnes âgées, tout le monde a entendu la paracha de Kedoshim. C'est celle aussi dans laquelle on a le plus de mitzvot. 51 mitzvot dans une seule paracha. Et donc, c'est celle la plus importante. Donc, si vous deviez choisir un cours de Torah dans l'année, c'était celui-là. Vous avez bien fait de venir. Et en fait, cette paracha s'appelle Kedoshim, donc qui veut dire saint. D'accord? On va expliquer la sainteté, c'est quoi? C'est très très loin de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, elle vient régir toutes nos relations. Les relations d'ordre social, les relations d'ordre commercial, et même les relations d'ordre familial et amoureuse. Ça veut dire comment on se positionne vis-à-vis de nos employés, de nos amis, des gens de la communauté, de nos familles et de nos maris. D'accord? C'est très très riche, c'est très complet. Et elle va nous expliquer également comment éviter le conflit et comment faire en sorte de, comment gérer le conflit lorsqu'il arrive, parce que les disputes font partie de la vie. D'accord? Et elle va nous donner donc tout un paquet de mitzvot qui sont fondamentales. En l'occurrence, ne pas être indifférent devant le sort de mon prochain. Si je vois qu'il y a une amie, par exemple, qui prend un mauvais chemin, ou alors, vous savez, des fois, ça arrive, on m'appelle, on me dit oh, « Regarde, je t'explique, ma soeur ou mon frère, il est hyper dur avec ses ados, je sens qu'il les met droit dans le mur. Qu'est-ce que je suis censée faire ?» Ce que tu es censé faire, tu es censé intervenir. Trouve un moyen, appelle quelqu'un, dis-lui qu'il y a un cours, dis-lui que ceci, dis-lui ça, mais tu peux pas, en fait, rester passif quand tu vois les gens foncer dans le mur. C'est clair, c'est une mitzvah de la Torah, de ne pas rester indifférent devant le danger de son prochain. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas escroquer. Vous savez, quand on vend la réalité en étant très très belle aux clients au téléphone, c'est interdit, c'est dans la paracha. Ne pas donner des mauvais conseils. Genre en mode, qu'est-ce que je fais avec ce garçon? Non, je pense qu'il n'est pas bien. Parce qu'en fait, dans ta tête, tu te dis, il irait très bien avec ma cousine. Non, mais tout ça, c'est inconscient, d'accord? On te dit, non, tu dois rester droite même, voilà, lorsqu'il y a des intérêts à toi qui sont en jeu. Ne pas retarder la paye de quelqu'un. Et ça nous concerne à chaque fois qu'on a une babysitter ou qu'on a quelqu'un qui vient réparer quelque chose. On doit le payer beyomo, le jour même. D'accord? Accorder le bénéfice du doute. Alors, on va parler, on va mettre un paquet sur cette mise. Vous allez voir à quel point elle est importante. Ne pas parler en mal, ne pas médire d'une personne, ne pas faire la tête sans donner d'explication. C'est ne pas exprimer ses reproches. D'accord? Mais tout en prenant en compte la sensibilité de l'autre. Ça veut dire ne pas le blesser. Ne pas se venger. Ne pas garder rancune. C'est... Ouais. Quasiment, ouais. En fait... ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, et à la fin de toute la paracha, elle va nous donner le fameux principe de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comme tu l'as dit en fait Anaïs, cette paracha, elle nous parle d'amour. D'amour avec, de relations avec les autres. Et surtout en fait, de comment développer, cultiver de l'amour. Pourtant elle s'appelle Kedoshim, qui veut dire saint. C'est quoi le rapport entre la sainteté et l'amour? On ne comprend pas vraiment. Alors vous allez voir, donc on va répondre à cette question à la fin du cours. Et surtout, il faut comprendre que tout ce qui est écrit dedans, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas voir ça comme purement des mitzvot, genre en mode c'est des commandements. Il faut voir ça comme, j'ai envie de dire, en anglais on dit des guidelines, des principes phares. C'est des principes phares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un phare c'est quoi? Un phare, le bateau, il cherche pas à toucher le phare. Il sait qu'il va pas y aller. Mais en fait, ça le guide. Ah, si le phare du port de Haïfa il est là-bas, c'est qu'en fait, du coup, c'est vers cette direction que je dois me diriger. Alors en fait, toute paracha de Kedoshim, vous allez voir, elle va nous donner en fait des principes qui sont très élevés, magnifiques. Pas pour nous décourager, en disant non mais laisse tomber, attends, tu peux même pas en vouloir à quelqu'un, tu peux même pas faire la tête sans regarder ça dans ton cœur, tu vas arriver au verre, tu te dis mais quel rapport avec moi?
c'est pas pour te décourager. C'est pour en fait t'aider à développer ton amour. C'est pour te guider. D'accord? C'est pas là pour nous décourager, c'est là pour nous orienter. Ok? Et surtout, il faut comprendre que ces domaines-là, pourquoi ils nous parlent tellement cette paracha? Parce que c'est des domaines, j'ai envie de dire, qui nous prennent grave la tête. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois les commandements de la Torah, entre guillemets, c'est pas des trucs qui vont te prendre la tête. Je m'explique. Si t'as pas, agité ton loulab, ça va pas t'empêcher de dormir de la nuit. D'accord? Si ta mezouza est comme ça ou pas comme ça, ou truc, tu dis bon, ok, je vais poser la question au Rav, mais genre, tu vas faire ta journée détente. Par contre, je comprends pas, mon mari il a pris ses distances. Je comprends pas, ma belle-sœur, elle me fait des histoires. Je comprends pas, mon amie, elle n'arrive pas à se remettre de cette rupture. Je comprends pas, je sens que j'arrive pas dans ce domaine avec cet enfant. C'est les relations avec les autres qui nous prennent la tête. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, cette paracha, elle va nous donner vraiment les clés pour développer les tissus relationnels qui sont des tissus positifs, qui sont sains et qui sont remplis d'amour. D'accord? Alors c'est pas un hasard du calendrier si on lit toujours cette paracha. Pendant quoi? Pendant les 32 jours du Homer. Alors, le Homer, donc c'est 49 jours. 49 jours entre Pessah et Shavuot, entre la sortie d'Égypte et la réception de la Torah, Kabbalat Torah. Tous les jours, aujourd'hui on ne fait que compter le Homer, mais imaginez-vous qu'à l'époque du Beth Amikdash, on apportait aussi des offrandes. D'accord? Donc à la base, c'est ça le Homer. Maintenant, il y a à peu près 2000 ans, les 32 premiers jours du Homer ont pris une toute autre connotation. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Ils sont morts dans un même laps de temps. Donc cette période qui était une période purement de réjouissance, eh bien, a pris en fait un aspect donc de jour de deuil. Pourquoi c'est comme ça? Le texte nous dit Shnemasar Elef Zuget Talmidim Ayu Lo les Rabbi Akiva Ve Kulam Metu Beperek Echad Mipne Shelo Nahagu Kavod Zebaze. Tu sais, Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves, duos d'élèves, binômes d'élèves. Et ils sont morts parce que, eh bien, il y avait quelque chose dans la relation vis-à-vis de l'autre qui était fortement manquante. Et pendant toute cette période, en fait, on essaye de réparer la faute des élèves de Rabbi Akiva. Et d'ailleurs, 32 jours, comment on écrit 32 en hébreu? C'est quoi? C'est Lamed Vet, c'est le lève. 32 jours, on doit vraiment travailler son cœur. C'est pas un travail genre juste de surface. C'est un travail très intérieur de travailler son cœur pendant les 32 jours du Homer. Maintenant, pourquoi le texte nous dit que c'était des duos d'élèves? Elle aurait pu dire il y avait 24 000 élèves. Pas besoin de me dire, ah non, il faut que je te précise quand même. C'était 12 000 binômes, c'était 12 000 duos, c'était 12 000 couples. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre que toute la sagesse de la Torah, elle s'acquiert en duo. On appelle ça en chavruta. On aimerait bien, on se dit, attends, tu t'imagines, la yeshiva, t'envoies ton fils, tu dis, ouais, c'est comme l'université, t'entends les mouches voler, c'est très calme. Et non, en fait, t'arrives, c'est le bazar, l'autre il crie dessus, l'autre machin, le prof il est là, il essaie de se faire entendre. Ça hurle, ça bouillonne. Alors moi, j'ai une yeshiva en face de chez moi. Voilà, vraiment à 30 mètres, quoi. Donc, j'ai pas trop le bruit, mais quand je sors de chez moi et je vais vers cette direction-là, t'es devant, tu entends du matin jusqu'au soir des hurlements. Je me dis, heureusement que j'arrive à 30 mètres, pas genre pile devant. Mais une fois, j'étais chez des gens qui habitaient devant, je vous assure qu'en fait, chez eux, tu entends le bruit en permanence des étudiants qui sont en train de crier et d'étudier. Une fois, mon mari, il était en train d'étudier avec sa chavruta et comme il ne se sentait pas très bien, ils étudiaient chez lui, d'accord, au lieu de la yeshiva. Et bon, ça crie. Ouais, t'es pas d'accord, t'as fait. Enfin, en hébreu, et là, tout d'un coup, la petite qui avait 5 ans, elle se met à pleurer. La matin, à la tu cries sur mon père. Et oui, ça hurle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit être capable de déconstruire nos certitudes.
j'ai des certitudes, j'ai des choses aussi que j'ai pas envie de remettre en question. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai pas envie d'assumer les conséquences de cette remise en question. Donc, je préfère rester la tête dans le guidon. Et non, et l'autre, il vient et te dit, ça va pas. Ça, que tu déconstruis. Ça, il faut que tu repenses autrement. Ça, on peut voir autrement. C'est ça, la Torah. Donc, en fait, la Torah, déjà, avant tout, elle prône quoi? Elle prône la complémentarité. L'enrichissement par l'autre. Elle te dit que la vraie acquisition de la Torah, elle se fait par ça. Et elle te dit que quoi? Que toute la relation, elle se bonifie par le fait que vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes complémentaires. Et que tu dis à l'autre, explique-moi comment toi tu vois les choses. Tu as déjà étudié avec ton mari? Ça part en vrille. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Genre, il voit pas du tout. Et alors moi, je pars dans des élucubrations. Oui, ça doit être parce que dans son cœur, mais où est-ce que c'est écrit? Excuse-moi, où est la source? Je sais pas, tu vois bien, tu ressens. Aucun rapport. Pas du tout la même manière d'étudier. Donc c'est ça en fait, toute la beauté de notre Torah. Et c'est ça en fait, toute la beauté de la relation, de vouloir chercher la complémentarité. Et ça, c'est le premier principe que la paracha nous donne. Elle nous dit, regarde, dans toute relation, je vais te demander de voir deux choses. La première, c'est quoi? C'est en quoi il est différent, d'accord? Donc, être différent, ça veut dire des plus et des moins. La première chose, c'est quoi? C'est quels sont ces moins. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est quels sont ces plus. Et je vais te demander de te concentrer sur ces deux choses-là. C'est quoi quels sont ces moins, quels sont ces plus? Quels sont ces moins? C'est quelles sont les ressources qu'il n'a pas? Quelles sont ses faiblesses? Et quand tu te concentres sur ça, tu te poses la question, mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai à lui apporter? Dans toute forme de relation, pose-toi cette question. Est-ce qu'elle a un manque? Alors oui, ok, bah, elle est désorganisée. Bah, je peux voir ça avec du mépris. Ou alors je peux voir ça en mode, peut-être moi c'est mon truc, l'organisation. Pour le coup, je peux l'aider. Je vois que la pauvre, elle a du mal à se dépatouiller. Ou alors je vois qu'elle panique très très facilement. Attends, moi je suis très détente. Je vais la détendre. Moi chez moi c'est la bonne franquette. Faut que tu te fasses un stage chez moi, mais tu vas te détendre. Pourquoi? Parce qu'en fait toute l'idée c'est de te dire mais attends, qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Et ça c'est quelque chose tellement de révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vois un manque chez quelqu'un, eh ben, tu peux l'analyser de deux façons. Soit en fait, je suis mieux qu'elle. Soit en mode, peut-être là j'ai mon rôle à jouer. Et peut-être que justement, du fait qu'elle se heurte à une difficulté que moi je n'ai pas, eh ben, ça doit venir forcer mon admiration. C'est un tout autre regard. Et j'ai eu c'est marrant, chez moi, j'ai eu justement ce flash. J'avais un garçon qui était, alors il n'était pas converti, mais en fait il venait d'une famille mais vraiment genre au fin fond de la France, dans un village, mais vraiment aucun rapport. Et donc sa mère est juive, son père non. Et je ne sais même pas s'il savait la notion de judaïté, il ne connaissait même pas quoi. Je ne sais pas s'il savait qu'il était juif. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 27 ans, il découvre, il commence à comprendre. Et en fait, il veut faire sa Brit Mila. Et il veut faire Tchouva. Donc, il y a le Rav Kadosh qui lui a fait sa Brit Mila, Dieu le bénisse, et qui nous l'a envoyé donc, chez nous, un moment. Et donc, on était à Shabbat à table, et puis en fait, lui, il est reparti. Et comment dire, il a des manières qui ne sont pas les nôtres. D'accord? C'est vous savez, un langage un peu grossier. Bon, il n'a pas grandi dans le 6e, quoi. Enfin, Et après, une fois qu'il est parti, alors il y en a une qui a dit mais c'est qui ce garçon là? Mais franchement, chez toi, alors vraiment, c'était quoi celui-là? T'as vu les gros mots qu'il a dit? Et l'autre, elle disait mais attends, mais au contraire, son histoire, elle m'a bouleversée en fait. Pour moi, c'est comme Avraham Avinu. Il a fait sa Brit Mila à un âge avancé, il a tout fait pour rentrer dans la Torah, il a tout fait pour acquérir des choses que nous, on avait déjà. Sans même s'en rendre compte, mais lui, c'est lui qui a été les chercher. Donc tu peux avoir complètement les deux attitudes. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que malheureusement, je sais pas si c'est du fait de ses... Je sais pas exactement, mais il forçait un peu sur la boisson. Très vite, on s'en est rendu compte. Alors du coup,
Je sais pas si c'est déjà arrivé. On a déjà eu ce cas plusieurs fois. Tu dois mettre les boissons loin. Sauf que malheureusement, ce genre de personne, elle va chercher le vin, elle va chercher. Ouais, il faut gérer, il faut vraiment gérer. Bref, et donc du coup, voilà, c'était venu sur la conversation. Et moi, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais pour le coup, genre l'alcoolisme, alors je peux avoir plein de challenges dans ma vie, mais celui-là, je ne le connais pas, tu vois. Et bah c'est pareil en fait, tu peux le dire, bah, c'est un alcoolo, ou alors tu peux dire, mais waouh, genre lui, il se heurte à une difficulté que moi, je sais même pas comment je ferais si j'étais confrontée à une difficulté pareille. On peut voir tout à l'envers, comme ça ou comme ça. Ça peut chez toi provoquer le mépris ou ça peut au contraire forcer l'admiration. Et c'est à toi de te demander, de dire, tiens, quand je vois quelque chose, quelqu'un qui est voilà, un peu plus simple, ou un peu plus ignorant, un peu plus... J'en sais rien. Dire, mais qu'est-ce que j'ai à lui apporter en fait? J'ai vu une amie cette semaine à une simcha et elle m'a dit, tu sais, la rabbinite qui est là à gauche, c'était ma rabbinite à Londres avant qu'elle fasse son alia. Maintenant, cette copine, elle est genre maintenant... Elle a une cours de Torah du matin au soir, perruque, machin. Même moi, je veux absolument qu'elle donne des cours. Genre, elle est vraiment très, très in. Mais il y a 15 ans, genre, pas trop. Et ben, cette fille, elle dit, quand la rabbinite, elle lui a dit, mais attends, tu vas faire ton alia, il faut que tu connaisses l'hébreu. Je vais t'apprendre le Aleph Bet. Elle m'a dit, elle, c'est celle qui m'a appris, en fait, à lire le Aleph Bet avant que j'arrive en Israël. Moi, j'aurais pas pensé... Enfin, c'est vraiment, je me suis dit, genre... J'aurais pas pensé, c'est quand je vais me dire, genre attends, je vais m'asseoir avec toi comme avec un enfant et je vais t'apprendre je vais apprendre l'alphabet. C'est magnifique. Donc c'est ça en fait, elle te dit, prends la faiblesse comme une opportunité d'aider. Et si tu prends la faiblesse comme une opportunité d'aider, alors comment tu vas voir justement les forces de l'autre, les qualités de l'autre? Alors les qualités de l'autre justement, ça doit être une opportunité d'admirer, de s'inspirer. De dire waouh, tu m'inspires. Et ça, encore une fois, c'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce qu'on en parlait justement. C'est que quand tu vois quelqu'un qui est genre en mode sur un domaine, on va le dire, la fille, c'est un peu genre Wonder Woman, quoi. Genre waouh, dans un domaine. Ça peut soit évoquer chez toi de la rivalité, genre en mode ou alors de l'admiration. Et un intova, un regard positif. Et ben, c'est pas du tout évident d'arriver au regard positif. C'est tellement pas évident que le Rav Noam Elimelech Milizansk, il a composé une prière pour qu'on demande tous les jours à Dieu de nous donner le Aïn Tova, Aderaba. Vous connaissez la chanson Aderaba d'Avraham Fried? Aderaba veten beli benu, shenire tamid et maalatenu shel chaverenu, velo chisronam. Qu'on voit toujours le positif chez les autres, pas ce qui, entre guillemets, nous conforte. Ah bah, tu vois, elle, tu vois, moi je suis... Non. Essaye de chercher justement quelque chose qui t'inspire. Et de lui dire qu'elle est inspirante. D'accord? Donc, ce Ve'ahavta, c'est, si vous voulez, à la fois cultiver la différence, ne pas chercher à la gommer, et chercher à s'enrichir, chercher à la cultiver. Et c'est pas possible qu'on arrive dans un monde où on veut absolument écraser les autres. Vous savez, justement, tu parlais de Yom HaZikaron la semaine dernière. Yom HaZikaron, c'est malheureusement le jour où on entend le plus de paroles positives à la radio. Pourquoi? Bah, vous allumez la radio. Hello. Aïe, 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 aïe. Audrey, t'es d'accord que le jour de Yom HaZikaron, quand on allume la radio, qu'est-ce qu'on entend? Il était gentil, c'était un bon père, il était admirable, il était courageux, il était incroyable, il était discret, c'était un sadique. Je me dis, pourquoi on n'entend pas ça le reste de l'année à la radio, en fait? Pourquoi tout le reste de l'année on se déchire? Ouais, lui le parti politique, ouais, laisse-moi la nuit, ouais, ça, ouais. Moi, je n'écoute plus la radio, ça m'a donné des boutons. J'en peux plus. Le seul, vraiment, genre, ça fallait m'entendre. Yom HaZikaron, j'étais avec mes écouteurs, les enfants, chut, chut. J'entendais que du bien, que du bien. Alors, évidemment que ça fait mal au cœur. Mais en même temps, tu dis, mais je veux pas passer à l'occasion d'entendre un juif dire des choses positives sur un autre juif. C'est pas possible que quand tu allumes la radio, tu entends Ken, Kacha, Tzadik, machin.
comprends en fait tout simplement que la personne elle est morte. Je lui dis c'est pas possible. Vous connaissez cette blague, je le dis dans l'atmosphère. C'est une grand-mère. Toute sa vie elle s'est disputée avec son mari. Toute sa vie. Et bon, arrive 120 ans, le mari, ça y est, il part et tout, ils sont là comme ça, ils font l'oraison funèbre. Et le rabbin, il fait son rôle de rabbin. Oui, cet homme sadique, tellement généreux, qui venait toujours au Beth Knesset et tout, il était incroyable, il était tellement respectueux. Et là, la grand-mère, elle dit à sa fille, vérifie que c'est papa dans le tombeau. Donc, ce que nous disent nos sages, hein, si on peut parler comme ça, parce que les élèves de Rabbi Akiva, c'est tous des statures que nous, on est des fourmis avec, à côté, d'accord? Mais en tout cas, si on peut se permettre à notre niveau de tirer des enseignements, en fait, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas donné de kavod, ils n'ont pas donné de poids à quoi? À la différence, à la complémentarité. En fait, et ça, c'est une forme de relation qui n'est pas une relation positive. Quand je vais absolument gommer les différences. Bon, écoute, regarde, moi je suis organisée, elle est dans la lune. Bon, écoute, je veux dire, la norme c'est moi, quoi. Voilà, et elle, bon, je la tolère comme elle est. Je lui dis, mais non, apprends aussi de sa détente attitude. Ouais, non, mais elle, je veux dire, franchement, elle est tellement, je veux dire, elle est dépensière, elle regarde pas, moi, au moins, je suis quelqu'un de carré, d'économe. Apprends aussi à vivre comme elle. Je vous assure, moi, non, mais je me dis, vraiment, des fois, tu peux voir, ça dépend du regard que tu poses sur les choses. Et elle te dit, apprends des autres. Apprends des autres et cherche des opportunités de l'aider. Donc, on va parler de Ve'afta et Re'acha Kamocha. Souvent, on le traduit ce Re'acha et on le traduit par quoi? Bah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je vais vous donner une nouvelle version, ouais. C'est tu aimeras ton lointain comme toi-même. Genre, cherche en quoi en fait il est loin de toi, pas proche. En quoi elle est loin dans les ressources qu'elle n'a pas que toi tu peux lui apporter, et en quoi elle est loin dans les ressources qu'elle a et que toi tu n'as pas, donc tu peux t'inspirer. Vous avez compris? Et si l'autre ne veut pas être aidé? C'est une bonne question. Alors, on en parle après si vous voulez, parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend c'est qui, ça dépend c'est quoi. Oui, non, mais c'est juste si on a envie d'aider, finalement, ça peut-être qu'elle n'en voit pas l'utilité. Okay. Mais encore une fois, ça dépend. Parce que j'ai dit, si la personne elle fonce droit dans le mur, alors il faut essayer d'être un peu imaginatif. Ouais. D'accord. Maintenant, pour arriver à ça, pour arriver à ce stade, le Ben Ish Chai nous dit que pour arriver à vraiment avoir des relations saines avec notre entourage, et Dieu sait combien c'est difficile, et c'est difficile dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans tous les couples, dans toutes les familles, dans tout. Alors pour pouvoir arriver à ça, eh bien, vous voyez que le Ve'afta l'Ereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il part d'un postulat qui est que tu t'aimes toi-même, en fait. Et le Ben Ish Chai, il dit que plus on arrive à s'aimer soi-même, plus on arrivera à aimer les autres. En fait, c'est quelque chose qui est proportionnel, quelque chose qui est corrélé. Plus je vais avoir de l'amour vis-à-vis de moi, plus je vais avoir cette ouverture, cet épanchement vis-à-vis des autres. Pourquoi c'est comme ça? Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que quand moi, je suis pas bien dans mes baskets, et ben, je vais toujours voir les autres comme des gens menaçants. Elle me fait de l'ombre, elle est trop truc. En plus, on en compare. En plus, on dit ah ouais, elle sait. Ah ouais, elle sait. Ah bon. Ah d'accord. Tu veux me chauffer là? Mais quoi, t'es pas bien dans tes baskets, donc le problème n'est pas chez elle. Ouais, mais il est chez toi. Tu l'as préparé dans la voiture, du coup. On a débriefé exactement sur ce thème. Ouais. Deuxièmement, pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Enfin, on le sait très bien que plus tu fais preuve de bienveillance avec toi-même, ça veut dire que tu tolères tes propres erreurs, plus tu vas arriver en fait à tolérer les erreurs des autres. Mais si toi tu es intolérant, tu te fustiges, tu t'en veux pour un oui ou pour un non, mais les autres ils vont payer les pots cassés de ton manque d'indulgence. C'est proportionnel, c'est corrélé. Donc en fait la base de tout, c'est cette bienveillance, déjà avant tout vis-à-vis de soi-même.
Et une fois qu'on a travaillé ça, naturellement, ça va irradier sur les autres. Troisièmement, pourquoi ça fait ça aussi? C'est parce que en fait, quand toi, t'es pas bien dans tes baskets, le fait que l'autre pense différemment, ça te remet en question. Même s'il n'y a pas du public autour. C'est pas de la rivalité, c'est genre, cette fille, elle me remet en question. Elle est tellement sûre d'elle, elle est tellement truc, et elle pense pas comme moi. Alors du coup, peut-être que moi, je suis, peut-être que truc, peut-être... Non, mais ça n'a rien à voir. Elle est comme elle, et toi, tu es comme tu es. Plus tu vas être bien dans tes baskets, plus tu vas être capable d'apprécier cette complémentarité. D'accord? Donc, et si on ne fait pas ce travail, nous disent nos sages, faites attention, si on ne fait pas ce travail, je me le dis à moi-même, c'est qu'en fait, quand on n'est pas bien dans ses baskets, on arrive à un tel stade de difficulté face à la réussite de l'autre, qu'en fait, on peut, dans notre tête, même plus tolérer son existence. C'est très très dur, les propos qui sont employés. D'accord? Donc en fait, il faut absolument qu'on aille dans cette direction, justement, de pouvoir en fait admirer, parler en bien, parler en positif. Vous savez, une fois, j'ai quelqu'un à la SINA qui m'a dit, écoutez bien, une belle-mère qui a dit du bien de sa belle-fille. Mais c'est très rare. Franchement, c'est très rare. Pour le coup, je m'en souviens, c'était une fois. Mais ma belle-fille, elle est extraordinaire, ma belle-fille. Et je me suis dit, mais quel kiff d'entendre ça. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est bien dans ses baskets, la belle-mère? Ah oui. Et ouais. Et oui. D'accord. Donc, bah ouais, tu te sens pas menacée par l'existence d'eux. Tu dis, mais au contraire, moi j'ai envie de mettre le projecteur sur elle. Pourquoi? Parce que toi tu te sens lumineuse. Donc l'autre elle vient pas te faire de l'ombre. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis c'est un vrai travail intérieur. Et ne croyez pas que je suis à la hauteur de ce que je dis. Je suis dans le même pétrin. Mais on se décourage pas. C'est comme le phare. Le phare il est très très loin. Mais je m'en fiche, personne ne m'a demandé d'atteindre le phare. On m'a juste demandé de bouger de ma place vers le phare. D'ailleurs, c'est écrit Kdoshim Tiyu. C'est écrit vous serez saints. Et en fait, il manque le Vav. Ça veut dire le Kdoshim, il lui manque une lettre. Et nos sages nous disent parce qu'en fait, de toute façon, ne cherche pas, tu n'arriveras jamais là-bas. Tu seras jamais genre. Mais voilà, le but c'est de t'y orienter. C'est pas pour nous décourager, au contraire, c'est pour nous encourager à aller dans la bonne direction. Alors, la Torah, elle continue, la paracha, elle continue, elle poursuit avec deux ennemis de toutes les relations humaines qui sont, premièrement, les a priori négatifs. Deuxièmement, les non-dits. Ok? Alors, on va commencer par les a priori négatifs. Elle nous demande Betzedek, Tishpot et Amitecha. Tu jugeras l'autre, Amitecha, avec bienveillance. Bienveillance. D'accord? On dit aussi accorder le bénéfice du doute. Se dire que la personne a sûrement une raison. On va partir du principe que elle n'a pas fait exprès ou elle n'a pas voulu faire ça. D'accord? Bon. Alors, le fait de juger avec bienveillance, c'est une mitzvah de la Torah. D'accord? Maintenant, souvent, on s'embrouille les pinceaux avec cette mitzvah. Je m'explique. Souvent, on te rapporte des histoires pour te dire « Ah, elle croyait ou croyait que le voisin était comme ça, et en fait, il s'est tellement trompé, c'était un grand sadique. » D'accord? Exemple, vous connaissez l'histoire de Yossele Akamtsan? D'accord? C'était le grand radin de la ville. Et en fait, une fois qu'il est mort, on s'est rendu compte que non, c'était un grand sadique. D'accord? Maintenant, est-ce que, excusez-moi, les gens qui ont mal jugé Yossele Akamtsan, écoutez la chanson de Karli Bar, de Shlomo Karlibar. Écrivez Yossele Akamtsan. Et vous, n'arrêtez pas le cours. Non, je t'écoute. Ah ouais, elle a dit ça, attends. Yossele Akamtsan, en fait, est-ce que les gens qui l'ont mal jugé, ils ont fauté? Non, pas du tout. Tout concordait à croire que c'était vraiment un radin. La preuve, c'est que quand tu venais chez lui, il te criait dessus. Sauf qu'en fait, il donnait de manière discrète, bécédère. D'accord? Donc très souvent, dans les jours de Torah, on va te dire « Ah, mais tu vois, faut pas juger les gens, les autres, etc. etc. » Excusez-moi, mais eux, ils n'ont pas fauté. Ils ont été intelligents. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un qui te crie dessus en te disant « Je ne vais rien donner », a priori, tu dis « Non, cette personne n'est pas généreuse. »
D'accord? Et il n'y a aucun problème à faire ça. Je m'explique. Pour les gens qu'on ne connaît pas, les inconnus, enfin, je veux dire, si on suivait ce principe, tu as quelqu'un qui débarque chez toi et te dit, donne-moi un chèque en blanc. Je dis, mais bien sûr, il y a marqué qu'il faut juger avec bienveillance, donc ça doit être quelqu'un de bien. Tenez, je signe. Non, vous avez bien compris que c'est pas logique que la Torah nous demande ça. Donc, avec les gens qui sont loin, c'est un autre principe, d'accord? Qui s'appelle Chavdeu Vechashdeu. C'est quoi Chavdeu Vechashdeu? Respecte la personne, mais tu as le droit d'avoir ta méfiance tant que tu ne la connais pas. D'accord? Donc, quelqu'un qui vient pour te préparer un truc, il te donne un prix exorbitant, tu dis, attendez, monsieur, je vais vérifier. Je suppose que ce que vous me dites, c'est vrai, d'accord? Il manque le joint qui se trouve que en Chine, machin, et que du coup, qui coûte que 700 shekels, d'accord? Mais s'il vous plaît, laissez-moi, je vais vérifier quand même, d'accord? C'est comme ça qu'on doit se comporter avec les autres. C'est comme ça aussi qu'on doit éduquer nos enfants. Écoute, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Donc, ce monsieur-là, c'est sûrement quelqu'un de bien, mais on ne sait jamais. C'est comme ça qu'on... Voilà, c'est le principe. Chavdeu vechashdeu. Et respecte-le et... Chavdeu, méfie-toi. D'accord? Mais non, mais là, c'est pas ça la mitzvah. C'est Betzedek Tishpot et Amitecha. C'est quoi Amitecha? C'est Itra. Il est avec toi. On parle des gens de la famille. Ça veut dire que, on va parler du mari par exemple, il est arrivé en retard, alors que vous aviez dit qu'à 20h vous deviez partir au match, t'es là comme ça, t'es habillé, t'attends, il est sur répondeur. D'accord? Toute ressemblance avec situation serait purement fortuite. Écoute, il a sûrement une bonne raison, il a dû lui arriver quelque chose. Je vais même faire Teilim vraiment pour lui, que si Dieu veut, il ne soit pas coincé sur la route ou quoi que ce soit. D'accord? Pourquoi c'est tellement fondamental avec nos proches? Écoutez bien, non mais toi, tu vois à quel point la Torah, en fait, elle a des années-lumière d'avance sur le monde moderne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dafka, précisément avec les gens proches, on tire des conclusions hâtives. Il est en retard? Bah, évidemment, tu le connais pas, mon mari? Bah oui, je peux pas compter sur lui. Bah, il arrive. Bah oui, je savais bien. On dit 20h, et bah non, c'est 21h. Voilà, je peux pas compter sur toi. Je suis en retard. Je vais rater la coupe. C'est à cause de toi. Je fais bien ou pas? Ça ressemble du vécu. Je rigole. Non, pas du tout. Mais je travaille beaucoup. Et non, vraiment, mon mari, il vous le dira. Vraiment, moi, je suis partie de très bas. Oh là là, tout très bas. Mais j'y travaille. Donc, en fait, tu dis non, mais moi, je le connais par cœur. Justement, précisément, c'est quelqu'un de proche. Donc, je peux me permettre de dire non, mais attends, mais je sais pourquoi elle est là. Parce que, écoute, c'est tout. Pas compter sur lui. Premièrement. Donc, Dafka, avec les gens de notre maison, elle nous demande d'être vigilante et d'accorder le bénéfice du doute. Ça va, chérie, j'espère que tout s'est bien passé. Moi, ça m'est arrivé une fois. En retard, truc, la galère. Et là, figurez-vous que j'ai réussi à appliquer le cours. Et j'ouvre la porte. Ça va? Tout va bien? Il fait, c'est parce qu'il m'est arrivé. Non, qu'est-ce qu'il a? Il y a ton cousin qui m'a appelé, il était en galère. Parce que les déménageurs, ils l'ont planté, il avait sa table basse, son canapé, son truc en dehors, il était vendredi, et moi j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai couru, j'ai abaissé tous les sièges de la voiture, on a fait des allers-retours avec ton cousin, et j'ai réussi à l'emmener à déménager. Ah d'accord, très bien, tu viens en coca. J'avance, après on fait les questions. Comme ça, je perds pas le fil. Donc, d'abord, premièrement, pour ça. Pour nous éduquer nous-mêmes, en fait, à toujours se dire non mais tu sais, je crois que je le connais, mais sûrement que non, sûrement que je vais trop vite en besogne, d'accord? Deuxièmement, et vous allez voir, c'est encore plus violent ce que je vais vous dire. Waouh. Ok, imaginez que non, on va se mettre à la place de la personne qui est jugée, ok? Imaginez que vous êtes sur les Champs-Élysées, d'accord? Ah, Sephora. Oh, Anaïs, on est devant Sephora. Imagine, d'accord? Et on se fait une petite virée, on rentre chez Sephora, truc détente, et on sort. Et là, elle regarde mon sac, elle fait mais il y a l'antivol sur ton produit. Je fais ah bah oui mince. Ah bah t'as volé. Bah j'en étais sûre de toute façon. J'étais sûre. Pardon. Non mais imagine à quel point ça fait mal. Et là t'es là avec ton sac,
mais j'ai pas volé. Donc toi, tu vas rendre ton truc tout penaud, mais surtout tu dis, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ça veut dire en fait, et ça c'est très fort, c'est très puissant. Pourquoi c'est très violent de mal juger? Parce que en fait, le jugement qu'on porte sur la situation à l'instant T, ça vient en fait transparaître toute la texture de relationnel entre lui et elle, ou entre les deux. Et donc là, tu dis, mais donc c'est comme ça que tu penses de moi. C'est-à-dire toutes les fois où j'étais à l'heure, non, ça c'est parti. Tous les matins où je viens et c'est moi qui prépare les enfants. Toutes les fois où c'est moi qui fais le goûter. Toutes les fois où je t'ai appelé. Toutes les fois où je t'ai rendu service. Alors là, tout est parti en éclats et en fait là, tu viens me balancer un truc comme ça. C'est très violent. Et d'Afka pour les gens proches. Pourquoi? Parce que si, genre, c'est une fille que tu viens, je sais pas, tu es une copine de la fac. Tu la croises sur les Champs-Élysées, elle te dit « Oh, mais attends, mais t'as volé ou quoi ?» Tu dis « Voilà, elle est folle, mais genre, tu prends pas ça à cœur. » Plus c'est proche, plus en fait, tu prends ça très, très, très personnellement. Et ne me dites pas qu'on peut faire autrement, c'est impossible. Vous êtes d'accord? Donc, voilà, ça c'est éduquer son regard. Éduquer son regard. Vraiment éduquer son regard. Sur ce que l'autre fait, sur aussi les habitudes que l'autre il a. Des fois tu te dis mais c'est marrant, c'est faux. Pourquoi même dans le couple, on sait toujours qu'il y a cette période où on se met en selle. Et en fait on découvre que chez l'autre c'est pas du tout comme chez nous. Alors pas du tout. Tu te dis, mais tu peux te dire mais c'était des radins chez eux. Et en fait non, pour eux c'était pas une dépense qu'on fait. Alors toi, chez toi, c'était, tu disais, bah oui, évidemment qu'on paye un prestataire pour ça. Non, eux, ils faisaient do it yourself. Vous connaissez ça, les maris qui... Non, t'inquiète, je vais le faire. Moi, tu dis, non, ne fais pas toi. Parce qu'après, tu retrouves la tasse de thé comme ça. Toute ressemblance avec Non, c'est pas du vécu, c'est pas du vécu. Tu vas payer un prestataire. Mais non, c'est bon, je gère. Moi, pas payer pour ça. Si on va payer pour ça. Je vais pas chez le coiffeur. D'accord, voilà. Bon, je vais arrêter les exemples parce que j'ai peur de trop dévoiler les choses. Mais c'est vrai, après, tu apprends à connaître. Vraiment. Tu dis, bon, bah écoute, eux, c'était comme ça. Ils ont mis les priorités ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que chaque modèle familial aussi, faut pas juger, parce qu'en fait c'est des équilibres et chacun il trouve son équilibre ailleurs. Et toi, un truc qui était pour toi ce qu'on appelle un klal barzel, genre évidemment c'est la norme de faire ça parce que tu es tunisien, né de deux Tunisiens qui venaient de la Goulette, donc du coup pour toi il y avait que ça, surtout qu'il n'était entouré que de Tunisiens, tu vois. Alors du coup après tu vois l'autre, tu dis ah ouais, ah bon, attends, sors de ta bouche. C'est aussi ça. Ne pas juger, c'est aussi avoir ce regard bienveillant, flexible, de se dire écoute, soyons ouverts à d'autres manières de voir les choses. D'accord? Alors évidemment que on doit éviter, donc on a dit tirer des conclusions hâtives, mais évidemment qu'à certains moments, ça ne nous suffit pas. Ça veut dire qu'on a besoin d'une explication. Écoute, ça fait 3 fois que je l'invite et elle vient pas. Genre, je comprends pas, genre je lui ai fait quelque chose. Alors dans ces cas-là, la Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, ne déteste pas l'autre dans ton cœur. Ça veut dire, il ne faut pas que tu gardes cette rancœur dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu ne l'exprimes pas, rancœur va devenir rancune. Et la rancune, elle n'a pas de date de péremption. Pour toujours. Et à la fin, tu lui fais la tête et tu sais même plus pourquoi. Donc, tu dois exprimer. Tu dois faire des reproches. Velotissa à la frette, tout en prenant en compte sa sensibilité. Ça veut dire c'est pas au quart de tour, c'est pas en lui envoyant un message de 400 lignes pour lui dire à quel point vraiment son attitude c'est déplorable, c'est lamentable. Et t'as regardé sur ChatGPT avant tous les synonymes. Donne-moi des synonymes de lamentable. Donc il faut exprimer au bon moment. Je pense qu'on a déjà fait ici un cours sur la communication, d'accord? Ça veut dire pas à chaud. Pas au moment où tu es en état d'agitation émotionnelle. Non, au moment où toi, tu as fait redescendre la tempête, tu dis, regarde, voilà,
je comprends pas trop parce que ça fait plusieurs fois que je t'invite et tout, et tu viens pas. J'espère que je t'ai pas fait quelque chose, j'espère que. Ouais, d'accord, on sait le faire. Et quand on exprime ce reproche, d'accord, ce mal-être, alors du coup, tout de suite, ça se calme. D'accord? Maintenant, dans ce Ochriar Tochriar, regardez, le Rambam, il a écrit des halachot sur toute cette paracha. Ça veut dire, vous croyez pas que c'est genre juste des principes un peu, j'ai envie de dire nébuleux. Non, c'est d'une précision, mais remarquable. Et mon mari, il a découvert ce Rambam il n'y a pas longtemps. Il a fait tout un cours de Shalom dessus. Ce cours, il a résonné partout. Genre, je sais pas, c'était le meilleur cours de sa vie, je crois. Genre, il a dit, ah ouais, le cours. Maintenant, il a dit, regarde, j'ai pris un Rambam que je ne connaissais pas. Et là, je dis, mais c'est révolutionnaire ce qu'il dit. Il dit, dans la vie, il y a deux sortes de reproches. Il y a les reproches qui te concernent, il y a les reproches qui la concernent, ou le concernent. Les reproches qui te concernent, qui te préoccupent, dis-les. Ça m'a blessé, ça m'a fait de la peine, j'ai pas compris pourquoi. Les reproches qui le concernent, tu sais, dans la vie, il faut faire Shabbat. Hein. Tu sais, dans la vie, faut pas se comporter comme ça. Hein. Tu sais, c'est pas bien de faire ce que tu fais. Laisse tomber. Laisse tomber. Et ça te fait un tri dans ce que tu as à faire passer. Tu écumes. Pas un moralisateur du tout. Personne ne t'a demandé d'avoir ce rôle. Personne. C'est un rôle qui pourrit les relations. Et lorsqu'il a posé la question justement dans le cours de Shalom Bayit, alors il a dit combien de fois par jour, je sais pas, vous faites des reproches qui vous préoccupent, genre en mode ça m'a machin. Et alors, bon, bref, ça a levé beaucoup la main, genre 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Et alors celui-là, il a dit bon, essayez de réduire quand même, une fois par, voilà, genre 15 jours, histoire qu'ils s'en remettent. Et l'autre, il a dit mais vous savez quoi, laissez tomber. Vous n'êtes pas la mère de votre mari. Vous n'êtes pas le père de votre épouse. C'est deux choses complètement différentes, même halachiquement parlant. Halachiquement parlant, ce sont deux domaines complètement différents. D'accord? Et quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, tu ne dois pas le blesser lorsque tu fais des reproches. C'est le fameux lotis à la frette. Tu ne dois pas faire de médisance sur lui. D'accord? L'oteler achil ben amecha. Tu ne dois pas faire le colportage. Pourquoi essayer tout ça? C'est très simple, encore une fois, regardez comment la psychologie, elle est dedans. Parce que si tu ne fais pas de reproches, du coup, tu vas avoir envie de sortir à d'autres personnes. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Ah! Bah oui! C'est hyper profond, oui. C'est la Torah. Non, mais c'est vrai, non, mais moi aussi, je suis comme ça, c'est fou, moi aussi! Alors non seulement, ça sort quoi qu'il mais oui, ça va sortir du donc mauvais il vaut mieux sortir au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne personne. Donc si tu fais ça, premièrement, donc tu as terni son image auprès des autres, donc c'est pas terrible, mais en plus de ça, du coup, comme tu t'es lâché avec l'autre, tu as perdu l'occasion d'assainir la relation avec elle. Et donc, rancœur devient rancune. D'accord? Et tu ne dois pas lui faire honte. C'est aussi dans cette paracha. Ça veut dire, quand tu règles tes comptes avec cette personne, c'est pas devant les autres. On ne lâche pas de la face, on enchaîne en public. Donc si tu as quelque chose à lui dire, c'est toi et moi, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Pas dans le groupe WhatsApp. Ah bon? D'accord? Et encore moins, enfin je sais pas, je suis pas dans les réseaux sociaux, mais bon, je ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas, mais non, encore si tu as quelque chose à lui régler, c'est pas je sais plus quoi. D'accord? Et tu ne dois pas te venger. Alors c'est quoi tu ne dois pas te venger? Pourquoi se venger? C'est elle ne m'a pas invité, ben moi je l'inviterai pas. Alors, pareil, je vais préciser. Soit tu dis, regarde, elle m'a pas invité, elle a invité à son fils, d'accord? Ben, en fait, c'est qu'elle estime pas que genre on est très copines. D'accord? Donc moi du coup, je vais pas l'inviter, enfin, mais c'est pas pour lui lancer un pic, ça je veux dire. D'accord? Ça c'est complètement acceptable. Ça veut dire, elle a abaissé le standard de la relation, bah du coup, bah moi je vais pas être là à nous courir après, c'est pas grave, ok? Mais c'est pour faire, comme on dit, schmata. Schmata. Ah, elle a fait ça, bah, je vais lui faire ça.
Comme ça, elle va comprendre qu'elle va rien comprendre du tout. Si tu lui avais fait la mitzvah de Ochiar Tochiar, ça veut dire lui faire ce fameux reproche, lui faire part de cette vexation que tu as eue, bah en fait, toutes les choses elles seraient arrangées. Il n'y aurait pas ces histoires de elle m'a invité, elle m'a pas invité, et ma belle-sœur et pas ma belle-sœur. Pas forcément. Pourquoi? Parce que tu vas exprimer ce que tu ressens, que ça va arranger la chose. Même si tu le fais bien dans le bon cadre, la personne en face de toi, elle est peut-être pas réceptive. Ah, oui, ça c'est possible. Ouais. Mais toi, en fait, tu verras que tu te sens beaucoup mieux. Ouais, oui. En fait, Et si tu as mis l'effort, il n'y a pas de raison qu'elle se vexe. Je dis, écoute, je t'ai pas parlé de toi. Je t'ai dit que moi, ça m'a fait de la peine. Ça veut dire, je te demande juste de prendre ma sensibilité en compte. C'est ça que je te demande. Ouais, mais quand même, tu es susceptible, tout ça. Je dis, oui, mais c'est ça que moi, je te demande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle peut pas le prendre personnellement, parce que ce reproche, en fait, c'est une expression de moi, ce que j'ai ressenti. Là où elle peut le prendre personnellement, c'est quand tu dis, toi, t'es comme ça. D'accord? Souvenez-vous de cette fameuse rage, le tu. Ah, c'était ici que j'avais dit le tu. Pas un tu. Voilà. Alors, on va terminer sur ça. Donc, vous avez compris que toute cette paracha-là, elle vient nous apprendre en fait à tisser, à créer des tissus relationnels qui sont bons, qui sont positifs, qui sont sains, où chacun a sa place. D'accord? Et pourtant, comme je vous ai dit au début, c'est que cette paracha, elle s'appelle Kedoshim, genre sainteté. Toi, tu te dis sainteté, je me serais attendue à ce que ce soit une paracha qui parle de la vie orthodoxe. Quoi. Voilà, tu mets les tefilines, tu dois prier 3 fois par jour, tu dois faire les fêtes, Shomer Shabbat. Bah, en fait, non, tu vois qu'elle te parle de relations d'amour. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est là que donc, Rashi intervient sur le terme de Kedoshim. Et il dit que la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, en fait, c'est la notion de fidélité et même d'exclusivité. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, la Kedusha, c'est d'essayer d'avoir les yeux l'un pour l'autre. Ça, c'est la Kedusha. D'accord? Et en vérité, les termes de Kedusha et de Ahava, d'amour, dans notre Torah, sont quasiment synonymes. D'ailleurs, vous remarquerez comment on dit en mariage en hébreu? Kedoshim. Kedoshim. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Et comment s'appelle, on dit dans la chassidoute, dans la maison, dans le foyer, comment s'appelle le lieu, la chambre des époux, là où ils ont les relations intimes? On appelle ça comment? Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et d'ailleurs, même dans le Beth Amikdash, le fameux Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? On a trouvé 2 chérubins qui s'enlaçaient. Le Kodesh HaKodashim, tu trouvais quoi? Tu trouvais de l'amour. Et d'ailleurs, vous savez, on dit souvent, on dit cette bracha, on dit que vous ayez des enfants, on dit chez Valdou, Bekdusha ou Betahara, qui naissent dans la Kdusha et la Tahara. Donc la sainteté et la pureté. Sainteté, pureté, c'est un peu la même chose, non? Pureté, c'est quoi? Tahara, c'est quoi? Le miglé. Et c'est quoi leur Kdusha? Ils naissent dans l'amour. Ça veut dire qu'il y a eu de l'émotion, de la tendresse au moment du retrouvail des époux quand ils ont conçu cet enfant. Bekdusha ou Tahara. Donc en fait, dans notre Torah, Kedusha et Ahava et amour sont quasiment synonymes. Et en fait, la Kedusha, c'est quoi? C'est, comme on a dit, c'est de mettre des barrières avec le reste du monde. Quand le couple passe sous la roupa, alors il dit quoi? Il dit quoi à Sakela? Areat mekudeshetli et tabazo kedat Moshe ve'Israël. Tu m'es consacré par cet anneau. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il y a toutes les femmes du monde et toi. Et ma mère. Quand même. Et encore. En vérité, c'est vraiment toutes les femmes du monde et toi. C'est ça qu'il lui dit quand il passe sous la roupa. D'accord? Puisque même en fait, le kiboudorim, il s'écrase pour le shalom bayit. Donc, il y a le reste du monde et il y a toi. Tu m'es consacré.
Et ça, en fait, c'est toute la notion de Gdusha. La notion de Gdusha, c'est quoi? C'est en fait de comprendre que on doit essayer de porter un regard unique sur chacun. Et c'est tout le travail d'arriver à déceler l'unicité chez chacun. L'archiduchesse. En quoi il est unique? En quoi il est spécial? Quelles sont ses faiblesses, là où je peux l'aider, ce qu'on a dit au début du cours? Quelles sont ses forces, en quoi je peux l'admirer? Et nos enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on porte un regard unique sur chacun. Ma fille, tu es unique au monde. Il n'y en a pas deux comme toi. Mon fils, tu es le plus beau. Le meilleur. Je fais l'archouma des fois. C'est toi le meilleur. Et toute la classe. Chut, on fiche. Toi le meilleur. Là, je m'assume. Et c'est pour ça que dans les compliments, on ne fait pas des tarifs de groupe. Ah, les enfants, vous êtes merveilleux. Genre ça sert à quelque chose de dire ça. Ça fait pas de mal non plus, hein, mais c'est genre. Ça sert à rien. Elle a besoin d'entendre sur elle. Il a besoin d'entendre sur lui. Et dans le couple, elle a besoin d'entendre sur elle, il a besoin d'entendre sur lui. Chacun a besoin d'entendre sur lui. On a un peuple de Ben Yachid, on a un peuple unique. On a un peuple Kadosh. Et quand on arrive à faire ça, quand on arrive à développer tellement d'amour de soi, tellement d'amour des autres, on arrive au Ve'afta L'Irach Amour. Alors, j'aimerais juste vous dire un truc pour terminer, c'est que jusqu'à l'année dernière, jusqu'au 7 octobre, le Ve'afta L'Irach Amour, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le sens où, à un moment, la frontière entre toi et cette personne, elle devient floue. Où tu es prêt, en fait, à donner ce que tu as pour cette personne. Bah, jusqu'à l'année dernière, je disais, bon, bah ça c'est très beau, mais je sais pas qui arrive encore aujourd'hui. Et en fait, quand tu te dis que nos Khayalim, ils sont là-bas, l'un il est en garde, l'autre il est en train d'être sur le terrain, l'autre il est en train de préparer la prochaine mission, l'autre il est en Mistaravi, l'autre il est... tu te dis, mais en fait c'est vraiment Ve'afta L'Irach Amour. Ça veut dire, tu donnes ta vie, tu t'effaces pour ton peuple. Tout d'un coup, les frontières, elles sont floues. Il n'y a pas lui et nous. Non, c'est lui pour nous et c'est nous pour lui. Et vous connaissez, vous savez aussi, vous avez entendu que... comment elle s'appelle? Émilie. Émilie, je ne sais pas si vous avez vu dans les infos, mais elle était prête à donner sa place pour un des otages qui avait 65 ans. Quand elle a entendu que c'était elle qui était libérée, elle a dit non mais lui il est fatigué, il a 65 ans, il est âgé. Moi je lui donne ma place. Je Catonti, genre je sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression d'être une fourmi devant des géants. Ça c'est le peuple Kadosh. Et Mida Keneged Mida, nous disent les maîtres de la Chassidoute que la manière dont on se comporte avec les autres, la Kadosh, il se comporte avec nous. Plus nous on va faire preuve de tolérance, de bienveillance, de Aïn Tova, d'un regard positif, de tolérer les erreurs, de parfois un peu fermer les yeux. Alors plus la Kadosh Baruch Hu lui-même, hop, il ferme les yeux. Il dit allez ma fille, allez, tout le monde fait des erreurs, allez, avance, clac, allez, c'est bon, t'as passé là, tu as le bac, mais je sais pas, pourtant j'avais pas la moyenne. C'est pour moi. C'est pour moi. Et c'est pour ça que toutes nos relations d'amour, elles sont créatrices de Gdusha. Et la Gdusha, elle fait quelque chose de très très puissant, la Gdusha. Elle vient et elle attire la Shrina. Quand la Shrina elle descend, elle déverse le monde d'une bracha. Donc par le mérite de nos relations, en fait, on attire la bracha sur nous. C'est pour ça d'ailleurs, on dit que, vous savez où est-ce qu'il a été construit le Beth Amikdash? Il a été construit dans un endroit où il y avait deux frères. Un qui disait, oh là là, le pauvre mon frère, il n'a pas d'enfant, toute la récolte, je vais lui donner pour lui parce que quand il sera âgé, qui c'est qui va s'occuper de lui? Toutes les nuits, il allait chez l'autre. Et l'autre qui n'avait pas d'enfant, il disait, le pauvre mon frère, il a des enfants.
Comment il va faire? Il doit les nourrir tous. Harry la récolte et toutes les nuits, il les a portés. Jusqu'au jour où, dans la nuit, ils se sont rencontrés, ils se sont tombés dans les bras. Et là, le Beth Amikdash, Hachem, il a décidé de le construire là. Et même nos Chayalim, vous avez déjà entendu ces histoires de un Chayal qui dit à l'autre non, moi je vais dans cette mission dangereuse. Non, c'est moi qui y vais. Non, regarde, toi t'as 4 enfants. Et l'autre qui dit non, mais regarde, toi t'en as que 2, tu n'as pas encore terminé de construire ta famille. Qu'est-ce qu'on a dit? Goy Kadosh, la thème Tiouli Mamlechet Konim Goy Kadosh. On est Kadosh parce qu'on est capable de s'aimer les uns les autres en amour fou. D'accord? Donc, je vous donne des devoirs. Vous êtes consultés. Posez-vous des questions quand vous voyez quelqu'un. Premièrement, comment je peux l'aider? Comment je peux l'admirer ou m'en inspirer? D'accord? Et essayez d'accorder le bénéfice du doute, particulièrement avec nos proches. Quand il y a un problème, communiquez. Comme on a dit, en prenant en compte la sensibilité de l'autre, le bon timing, la bonne forme, etc. D'accord? Et si on ne le fait pas, on a expliqué que c'est la porte ouverte à vraiment toute la rancune et la haine, et vraiment on ne veut pas de ces choses-là. En communiquant, et comme on a dit, en prenant en compte la sensibilité de l'autre, alors on assainit nos relations, on bonifie nos relations, on construit nos relations. Et c'est comme ça qu'on crée de l'amour. On cultive l'idée que chacun il est spécial. Et on crée des relations exclusives avec tout un chacun. Ça nous permet de créer de la Gdusha sur terre et à Kadosh Baruch Hu de verser toute la bracha sur nous. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez arrêter le...